y a une phrase, hein, je sais plus de qui elle est, hein. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est vrai, tu fais les choses étape par étape, bah, en fait, ça roule. Ça roule et puis tu arrives Mmh. à tes fins. Parce qu'en immobilier commercial, tu payes très vite de l'impôt, tu fais très vite du bénéfice, mais après, il y a des moyens pour aussi, avec les travaux. C'est pour ça aussi, je fais des travaux clés Mmh. en main. Ça me permet d'écraser mon bénéfice et de créer de la charge. Je veux faire de la qualité, je veux avoir de bonnes relations et puis je veux que tout le monde soit content. C'est très bien. Bravo à toi parce que bon, je pense qu'il y a plein de propriétaires qui sont pas forcément comme ça. Eric, je suis ravie de te recevoir. On est sur Monétrie aujourd'hui. C'est moi qui prends en main le podcast et je suis vraiment très, très contente de te recevoir parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. On a passé, quelques formations ensemble et puis surtout, quelques Java Days ensemble voilà, des petits séminaires entre nous pour discuter un petit peu immobilier et aujourd'hui, on va parler un peu plus de ton parcours et surtout de ton parcours dans l'immobilier commercial puisque tu Yes. as, quand même pas mal de choses à nous raconter à ce sujet. Donc voilà, Eric, entrepreneur multi-investisseur, comme j'aime bien, t'appeler. Aujourd'hui aussi expert en bâtiment avec, plein d'autres, casquettes, voilà et plein d'autres sujets à ton actif, je dirais. Donc encore une fois, très heureuse de te rencontrer. On va commencer par une petite présentation rapide pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu nous racontes un peu, ton parcours et surtout comment tu es tombé dans l'immobilier et ensuite, on enchaînera, ensemble, quelques questions. Excellent. Eh ben, j'adore. Merci Charlotte, c'est cool de se voir en visio comme ça pour cet enregistrement. Ouais, c'est sympa. Donc ouais, ça fait quelques années qu'on se connaît et c'est sympa. Merci de ton invitation, trop cool, je suis content. Alors pour me présenter, bah, moi j'ai 45 ans, donc Eric, hein, je réside en Eure-et-Loire, en région centre, donc entre Chartres et Orléans, et je suis entrepreneur et multi-investisseur. Donc je pense qu'on va peut-être. Tu veux quoi, je découvre un petit peu mon parcours d'entrepreneur un petit peu avant et ce Ouais, que je tout fais à maintenant. fait. Tu peux. Alors mon premier métier, moi j'ai fait des études dans la technique, plutôt orienté électricité, domotique. Voilà, donc j'ai un bac plus 3. J'ai été salarié 3 ans, 2 ans et demi quasiment, donc on va dire 3 ans au début, dans mon premier job en région parisienne. Je faisais de la GTB, de la domotique pour les grands ensembles immobiliers. Et puis après, j'ai eu l'opportunité, j'ai repris une entreprise. Donc j'avais 25 ans, c'était une entreprise qui faisait de l'électricité générale, électroménager, et en gros tout le second œuvre, en second œuvre du bâtiment. Donc on faisait aussi de la pompe à chaleur, on faisait un petit peu de plomberie, on faisait des petits travaux. Voilà. Et donc je l'ai dirigé pendant 18 ans. Je l'ai revendu il y a 3 ans maintenant. Et maintenant je suis expert en bâtiment. Voilà. Donc j'ai remonté OK. une boîte d'expertise parce que je me suis découvert cette passion au fur et à mesure, à force d'intervenir et comme je suis quelqu'un de passionné, voilà, je me suis découvert cette passion et puis j'ai décidé d'embraser cette nouvelle carrière en tant qu'expert bâtiment, donc expert bâtiment indépendant. Je travaille pas Mmh. pour les assurances, je fais vraiment des expertises en tant qu'indépendant. On fait beaucoup d'amiables. On peut faire aussi des expertises avant achat, avant un achat immobilier, pendant des travaux, tout ce qui est abandon de chantier, tout ce qui est sinistre, malfaçon. Expertise d'assuré également. Voilà, j'accompagne les clients, les assurés qui ne sont pas satisfaits de leur niveau de remboursement ou en tout cas ou qui tombent sur des experts qui prennent leur métier un peu au pied levé, enfin en tout cas Mmh. pas sérieusement et voilà. Donc le but c'est de les OK, aider pour obtenir une meilleure indemnisation. Voilà en gros en quelques instants ce que j'ai mon parcours. parfait et du coup, comment tu es tombée dans l'immobilier et plus spécifiquement l'immobilier commercial à travers ce parcours? Eh bien, alors l'immobilier tout court, moi je me suis réveillé sur le tard, hein, mon premier invest, alors hormis la résidence principale, c'était en 2014. Donc tu vois, il y a tout juste, il y a 11 ans maintenant. Heu, En fait, je me suis réveillé un matin, je me dis: «Mais en fait, je fais énormément de belles choses pour mes clients et j'ai rien fait pour moi». Alors après, c'était peut-être le moment où l'entreprise commençait à aller bien, elle commençait à être, elle était payée. J'avais fini de payer ma boîte. Donc c'est là aussi où tu te relèves et tu regardes un peu, tu te dis mais en fait le temps a passé. J'ai été la tête dans le guidon pendant 10 ans, j'ai rempli mes objectifs, on a développé la boîte, tout s'est bien passé. Mais en fait j'ai rien fait pour moi. Donc j'ai eu l'opportunité d'acheter un premier bâtiment qui devait me servir, enfin qui m'a servi pour mon activité. Et c'est là où j'ai compris les mécanismes d'acheter en SCI, d'avoir un loyer pour ma boîte
Et puis après, tu t'aperçois qu'en fait, ben, il y a du cash flow. Enfin, en tout cas, il y avait du bénéfice. Les SCI étaient bénéficiaires tous les ans. Et tu te dis, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et voilà. Et alors, après, l'immobilier commercial, pour ta deuxième question, c'est plutôt parce qu'en fait, je faisais ce genre de bâtiment pour mes clients. Donc, c'est des bâtiments que j'affectionne. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je trouve ça beaucoup plus simple à gérer, notamment sur à distance, sur le distanciel, que de l'habitat. Voilà. Alors j'ai de l'habitat Ok. aussi, hein, maintenant on en parlera après, mais à la base c'est vraiment les bâtiments que j'ai électrifiés pour mes clients. Je baignais là-dedans toute la journée, et donc ça m'a paru naturel. C'était la suite logique de pouvoir acheter ce genre de bâtiment pour mes besoins personnels. Ok. Et du coup, tu as commencé avec quel type de projet justement dans l'immobilier? Là, tu parles d'immobilier donc plutôt résidentiel dans un premier temps, on va dire locatif, ou alors résidence principale et après ensuite tu es parti sur du loco commercial? Alors, j'ai acheté ma résidence principale en 2007. Entre 2007 et 2014, j'ai rien fait. Et après, en 2014, j'ai acheté donc le premier bâtiment. C'était un bâtiment de 600 mètres carrés que j'ai toujours. Et donc un bâtiment artisanal. En fait, on peut l'appeler artisanal ou industriel. C'est un bâtiment dans une zone d'activité, donc une zone commerciale et artisanale. C'est un bâtiment métallique. Voilà, structure métallique, donc D'accord. charpente métallique, bardage métallique. Et puis à l'intérieur, tu as une zone entrepôt. Et puis tu as une partie aussi bureau. Bureau et puis sanitaire et locaux sociaux. Ok. Et je suis venu à l'habitat en 2019 ou 2020, je crois. Ok, très bien. Les premiers lots ou le premier immeuble que j'ai acheté en habitat, c'est 2019 ou 2020. Je ne sais plus exactement à une année près, mais voilà. Et Tu c'est quand avais on a envie de commencé diversifier? à se rencontrer d'ailleurs, quand on s'est rencontrés. Ouais, Voilà. ok, parce Ouais, qu'il ouais, y avait ouais, besoin de diversifier. ouais, l'envie diversifiée bah, beaucoup de monde, beaucoup de gens que je commençais à rencontrer, c'est pareil. Au début, quand tu commences, on connaît personne. Il y avait aussi moins de réseaux, on en parlait moins. Et puis quand tu commences à rencontrer des gens qui font de l'immobilier, mais sur de l'habitat, tu dis bah ouais, ça pourrait être aussi l'occasion de diversifier. Ça peut être des choses un peu sympas. Ça peut être aussi de la LCD que je commençais à faire. Ouais, Donc voilà, l'envie de diversifier et de pas mettre tous mes œufs dans le même panier, parce que j'ai jamais, avec mon entreprise, j'ai jamais eu tous mes œufs dans le même panier. Quand il y avait des années où c'était les agriculteurs qui me portaient, après d'autres années c'était les particuliers, après d'autres années c'était les industriels. On sait que ça joue en fonction des revenus. Moi j'avais une grosse clientèle ouais, d'agriculteurs, donc les agriculteurs, quand ils font une mauvaise moisson, ils sont moins à faire des travaux pendant l'hiver. Alors que l'industriel qui avait fait une bonne année, il faisait des travaux. Et puis le particulier, c'est pareil, il est en dents de scie, ça peut suivre aussi le climat politique, etc., qu'on connaît actuellement. Donc voilà, donc le fait de diversifier, de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, c'était la suite logique des choses, quoi. ok. Et là aujourd'hui, si tu veux me faire un tour rapide de ton parc, IMO, est-ce que tu as un peu plus d'immobilier, commercial et ou un peu plus, d'habitat? Comment tu as réussi à structurer, à répartir un peu tous ces investissements? J'ai pas refait le calcul nombre de lots. Actuellement, je suis à 40 lots. En valeur, c'est l'immobilier commercial qui pèse le plus lourd, parce que c'est des investissements aussi beaucoup plus importants. En immobilier commercial, je crois que j'ai 12 lots, et après tout le reste c'est de OK, l'habitat. Mais les 12 d'accord. lots pèsent le plus lourd en investissement, donc en termes d'emprunt, et également en termes de rentrée locative. Voilà. OK. J'ai beaucoup accéléré aussi dans l'habitat après, parce que j'ai acheté un immeuble de 13 lots en association. Donc là, forcément, les 13 lots, ils sont compris dans les 40, mais Mmh. on l'a à deux. Mais tout de suite, ça Mmh. accélère beaucoup plus le nombre de lots. Donc voilà, Ouais, parler en forcément. nombre de lots, ça ne veut pas dire grand-chose. Après, ça dépend aussi de comment tu l'exploites, etc., quoi. Mmh. Et là, du coup, pour revenir juste sur l'immobilier commercial, heu, tu disais que c'était plus facile pour toi, justement. Est-ce que tu peux nous donner un peu de détails? Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui fait que ça a un avantage, selon toi, un peu plus intéressant que l'immobilier d'habitat, enfin locatif, on va dire classique? Ouais. Alors, au début, je ne les voyais pas tous ces avantages, parce que c'était la suite naturelle des choses. C'est-à-dire Mmh. que, comme je connaissais ce genre de bâtiment, ça m'a paru naturel d'acheter ce genre de bâtiment.
Maintenant, je voyais bien quand même, quand tu vois les premiers résultats, les premiers bilans tomber des SCI, en fait, ben, tu t'aperçois que ton locataire, tu vas pas le voir souvent, que c'est lui qui s'occupe, des travaux intérieurs, alors avec sous contrôle, mais il fait son aménagement intérieur, il entretient le bâtiment à l'intérieur et en général, il entretient aussi ses extérieurs. Donc il y a quand même beaucoup moins de suivi, beaucoup moins de présence. Donc ça m'a bien attiré. C'est des avantages. En fait, toutes les charges, il y a peu de charges en fait. On en parlera, je pense, après dans tes questions là, dans la partie répartition des charges aussi, dans le bénéfice et Mm. surtout dans la rentabilité. Beaucoup moins de charges à gérer. Moi, les locataires, je les vois une fois par an, Ouais. donc c'est beaucoup moins c'est peu chronophage. Et après, il y a la partie travaux, je l'ai dit, le locataire il s'occupe de ses travaux d'aménagement. Maintenant, il faut lui donner une base. Donc voilà. Après, c'est à définir aussi ce que tu veux donner en base quand le locataire arrive dans les locaux. Par contre, il y a aussi des inconvénients, hein, bien sûr, mais voilà. C'est la Oui, parce simplicité. que. Simplicité et puis, Ok. les revenus, hein. Non, les rentabilités sont quand même beaucoup plus importantes, meilleures en immobilier commercial quand tu fais bien et que tu gères bien. Et quand tu discutes, maintenant que je discute avec des personnes qui font beaucoup d'immobilier commercial et des gros, voilà, en fait, l'immobilier commercial à moins de 10%, on n'y va pas, quoi. Mm, c'est sûr. Après, le ticket d'entrée est peut-être un peu plus important aussi. Là, Oui, en moyenne, c'est quoi pour un local? Alors après, c'est vrai que toi, tu as des locaux qui sont quand même assez conséquents. Il y a peut-être aussi moyen de rentrer dans de l'immobilier commercial avec un ticket un peu moins important que ce que tu as fait. Mais est-ce que toi, tu peux nous donner un peu, voilà, un ordre d'idée, des tickets qu'il t'a fallu pour rentrer dans ce type de projet-là? Je sais aussi que tu fais quand même pas mal de travaux. Voilà, tu le disais, c'est important de leur apporter une base et toi, tu as vraiment, à cœur d'apporter une base qui est propre oui, déjà aux locataires pour être oui, tranquille après sur les années. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça et ta stratégie un peu? ouais. Le ticket, c'est des bâtiments, moi, ce que j'achète, alors je suis pas dans les grosses agglos. J'essaye de me Mmh. mettre un peu à la campagne, dans des plus petites agglos. C'est un ticket moyen à 1 000 € du mètre carré. OK. Maintenant, j'en ai acheté beaucoup à beaucoup moins que ça, à 400, Mmh. 500 € du mètre carré. Donc, si tu prends un bâtiment de 600 mètres carrés, il faut compter 600 000 €. Voilà. J'ai pas OK. fait le calcul moyen, mais comme ça, de tête, je dois être à 400-500 000 en ticket moyen Mmh. sur les bâtiments. Mon plus gros bâtiment fait 2300 mètres carrés. Le plus OK. petit en fait 500. Ouais, 500, 450. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Donc, ouais. Là après, il y a quel type de profil, on va dire, c'est plus industriel, plus agriculture? Est-ce que tu as diversifié aussi là-dessus? Alors, j'ai tout type de profil. Je vais avoir, en locataire, j'ai la SNCF, j'ai, OK. des sociétés, internationales qui ont des centres de maintenance un peu partout en France. J'ai, du petit artisan, j'ai, voilà, c'est assez varié. Moi, ce que je parle, on parlera des différents types de locaux commerciaux, après peut-être, mais moi, ce que j'aime, c'est ce genre de bâtiment où tu as une zone bureau avec les locaux sociaux, et cetera, et une zone entrepôt. C'est-à-dire que dans l'entrepôt, les gens peuvent faire de la fabrication, ils peuvent faire du stockage, ils peuvent faire du picking, ils peuvent faire voilà, tout type d'activité, un centre de maintenance, un atelier, rentrer des véhicules, faire de la maintenance. Voilà, on peut y greffer tout type d'activité. Je trouve que, moi j'appelle ça des locaux mixtes d'activité. C'est pour moi une bonne configuration qui permet de s'adapter vraiment à plein de choses. Et si demain ça veut être un commerce, ça peut être maintenant on voit beaucoup de choses, hein, des VNB qui se montent en zone artisanale, on a des salles de crossfit, etc. Ben, en fait, ils Ouais. peuvent aménager facilement dans l'entrepôt une salle de crossfit, une salle de ce qu'on veut, quoi, une salle de sport, un showroom, ça peut devenir un magasin, parce que les bureaux restent bureaux, mais la zone accueil client, on peut transformer un hall en magasin. Ou l'inverse. OK. Voilà. Tu vois, le premier bâtiment que j'ai acheté, qui fait 600 mètres carrés, au début, il y avait un grand magasin sur le devant et derrière un entrepôt. Le magasin ayant fermé, l'ancien magasin a été réaménagé en bureau. Il y a une grande salle de OK. réunion, il y a une grande salle de pause qui a été faite et deux, trois bureaux supplémentaires. Et voilà, donc l'ancien magasin s'est transformé en bureau, tout simplement. Donc c'est assez modulaire, hein. C'est des bâtiments qu'on arrive à. Voilà, ils sont très modulaires même, en fait. C'est quasiment un jeu de mécano à l'intérieur, tu peux déplacer des Mmh. cloisons. Moi, j'ai une technique aussi, je fais beaucoup de cloisons à modulaire, cloisons amovibles.
Donc c'est des cloisons D'accord. modulaires avec des montants en aluminium. Ça peut être démonté, remonté très facilement. Ça évite aussi, dans les techniques ça évite d'avoir un peintre derrière. Tu as pas besoin de faire venir un peintre. Tu montes les cloisons modulaires, c'est qu'un jeu de mécano. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis on peut s'adapter, ou en tout cas le locataire qui va arriver peut adapter les cloisons à son activité. Mmh. Ah, Voilà. c'est bien parce que ça te permet au final d'être assez flexible sur les types de profils que tu vas avoir en locataire derrière. Oui, tout à fait. Encore plus parce que, moi, comme j'ai une petite particularité dans ce genre de locaux, c'est que je leur fais les travaux clés en main. Mmh. Je leur propose en tout cas, et j'avoue que OK. c'est quelque chose où j'apporte une valeur ajoutée. C'est quelque chose qui me permet de sécuriser le locataire, et en plus ils apprécient. Et moi, l'avantage que j'y trouve, c'est que c'est moi qui gère les travaux dans mon bâtiment. Mmh. Donc quand ils prennent, le bâtiment, ils ont des travaux, il y a un état des lieux qui est fait, et en général, quand c'est toi qui as géré les travaux, ils te demandent ensuite: «Ah, on aimerait bien déplacer une cloison» et cetera. Je fais réintervenir mes entreprises, comme ça je suis sûr de la qualité. Et je sais ce qui se passe chez moi. C'est-à-dire que comme ça, quand je récupère mon bâtiment, je vais pas de déconvenu en déconvenu. Heu, Ouais, des mecs qui d'accord. ouvrent les faux plafonds, qui te passent, des câbles à l'arrache, qui te font n'importe quoi, qui te laissent, qui coupent des câbles dans tous les sens parce qu'ils veulent modifier une cloison, et que derrière tu te retrouves avec des câbles avec encore de l'électricité dans le bout, planqués dans les faux plafonds. Ça, j'ai connu, donc ça, je veux éviter maintenant. OK. Voilà. Tu parlais de Au locaux niveau de commerciaux, tout à l'heure, je pense que, enfin moi je suis assez spécialisé sur ce genre de bâtiment, mais après il y a des locaux commerciaux de centre-ville où là tu peux avoir OK. des tickets d'entrée, plus faibles, hein, bien sûr. Tu en as toi de ton côté ou t'es plutôt, tu restes quand même dans cette zone-là? Il y a pas un projet peut-être, Non, non, d'acheter plutôt en centre-ville? j'ai aussi des locaux en centre-ville, j'en ai, OK. 1, 2, 3, 4. Heu, 2, ils sont arrivés en achetant l'immeuble, dans le but OK. d'avoir les logements plus le local commercial en bas, et après j'ai 2 locaux où, c'est des locaux, indépendants. J'ai que le local commercial en pied d'immeuble, et là tu es sur Et des là tickets du coup, moindres. bah, forcément ou alors intégrer effectivement un bâtiment, Ouais, d'investissement locatif, autre quoi. c'est ça. Et là pareil, est-ce que tu as fait des travaux dans ces locaux? Est-ce qu'il y avait une stratégie particulière? Est-ce qu'ils étaient peut-être déjà loués, donc du coup ça t'a amené à avoir une autre, version finalement de l'immobilier commercial? À chaque fois, ils étaient vides, et OK. les précédents propriétaires n'arrivaient pas à les relouer, mais parce qu'en fait, ils considéraient, qu'il laissait dans l'état où il est. Il le laissait brut, Mmh. et en fait, bah, ça donne pas envie. Un commerçant, encore plus en 2025, avec le commerce qui est difficile, avec le climat politique, les gens, freinent un peu leurs dépenses. Il faut lui amener, il faut lui amener le local, pas clé en main, mais un peu, facile à aménager, qui se projette tout de suite. Donc moi, en fait, les locaux, je fais coup de gomme, je fais une base propre, OK. qui soit propre, qui soit agréable, et voilà, pour que en fait, l'idée, c'est que le commerçant, quand il arrive, il puisse se projeter tout de suite, qu'il puisse dire: «Ouais, j'amène mes meubles, au pire, je refais un coup de peinture, j'amène deux trois objets de déco, et ça y est, je peux ouvrir mon commerce à Mmh. moindre coût», tout simplement. Parce que Mmh. un commerçant, gérer des travaux, gérer des artisans, se dire qu'il faut qu'il signe un bail, mais qu'il a 3 mois de travaux derrière, donc il va payer un loyer pendant 3 mois. S'il n'arrive pas à le négocier avec le propriétaire, un délai, c'est trop lourd. Plus le dépôt de garantie, enfin, c'est trop lourd. Quand tu prends un commerce, je sais pas, un commerçant qui a un loyer à 1 000 €, déjà, à l'arrivée, il va payer le premier mois, s'il paye au Mmh. mois. Bien souvent, nous, les bailleurs, on demande à payer au trimestre. Donc normalement, il faut qu'il paye OK. 3 mois. Plus après, tu vas lui demander au moins 3 mois de dépôt de garantie. C'est-à-dire qu'il faut que déjà qu'il te lâche 6 mois. Donc 6 fois 1 000 €, 6 000 € à l'entrée. Plus ses travaux, et cetera. En fait, ils sont pas les ronds, les commerçants. Ouais. Donc, à moi de trouver les solutions pour que le commerçant arrive, zen, tout De simplement. toute façon, c'est, inclus finalement dans ta négo de base et d'ailleurs, pour revenir un peu sur ce sujet de négo ou en tout cas trouver des pépites parce qu'effectivement, bon, les tickets sont plus ou moins gros, on en a parlé, mais il y a quand même une façon de rechercher de l'immobilier commercial qui est un peu différente, Oui, de l'immobilier, locatif classique, on va dire habitat. Bon, quand c'est intégré dans un immeuble, forcément, tu vas rechercher ton immeuble avec un local en bas, bon, voilà. Mais là, il y a aussi des études de marché un peu plus poussées peut-être à faire quand on est vraiment sur du local brut, en zone industrielle et tout ça. Est-ce que là, il y a des astuces maintenant que tu as mis en place depuis, ces années-là? Est-ce que c'est vraiment
façonner son réseau? Est-ce que tu vas démarcher? Comment tu fais pour trouver les bonnes affaires finalement sur ce domaine? Alors, façonner son réseau, oui, mais c'est difficile. C'est un travail de longue haleine. Il y a dans l'immobilier commercial, il y a soit tu vas les trouver en direct, les locaux commerciaux, quel que soit le type, hein, que ça soit du local, d'activité en cen de pied d'immeuble en centre-ville ou du local en zone artisanale. Soit tu vas donc les trouver en direct, Le Bon Coin, Se Loger, tout ce que tu veux, soit tu vas passer par des brokers. Maintenant, le monde des brokers, c'est un monde, un peu impitoyable. C'est beaucoup des requins, donc c'est difficile de créer de bonnes relations. En tout cas, moi, je trouve. Mais peu importe, donc ça, c'est un des moyens. Après, il y a le direct pour trouver. Et Mmh. après, moi, j'aime regarder, aussi, dans les locaux que je vois, c'est quelle valeur ajoutée je vais pouvoir y apporter. Alors, il y a l'emplacement, on va revenir, il y a l'emplacement. L'emplacement et l'emplacement, on dit toujours ça et Le c'est fameux. vrai, mais hem, il y a des locaux commerciaux parfois dans des artères perpendiculaires ou qui sont pas, face à un rond-point, que qui sont achetables et tu Ouais. pourras, en présentant un bien de qualité, le louer à un commerçant ou le louer à une autre activité auquel personne n'aurait pensé. Parce que parfois on se dit: «Ouais, il faut mettre un commerçant», mais pas forcément. Tu peux faire des bureaux, tu peux faire, il y a plein de choses maintenant, des studios de Ouais. podcast. Heu, il y a voilà, tu C'est vois? vrai. Ou de la LCD ou Ouais. voilà. Donc ouais, j'essaye de voir un peu la pép pour trouver la pépite. Alors là, la super pépite avec la super renta, c'est difficile, mais ça peut arriver. Ça peut être une succession, ça peut être, voilà, faut être, sur le qui-vive et ça Mmh. malheureusement tu la chopes soit sur le bon coin parce que c'est, quelqu'un qui se débrouille ou qui passe par moi j'ai acheté un bâtiment par un mandataire, une dame qui était mandataire Safety, la personne elle déménageait, changeait de région, elle lui a donné à vendre sa maison, son local commercial. Moi, c'était une pépite. Je l'ai acheté super pas cher. Il y a eu une belle négo parce qu'ils étaient pressés, etc. Bon, ça, parfois, tu peux aussi l'avoir par le bouche à oreille, via des mandataires ou voilà. OK. Ça Et répond à la question. Ouais, ça répond à la question. oui, 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 c'est parfait, c'est très bien. Justement, ça me fait penser au type de baux, et à la manière de louer, parce qu'on est quand même sur des fonctionnements un petit peu différents. Hem, Comment tu fonctionnes toi aujourd'hui? Alors tu parlais du paiement au trimestre, est-ce que c'est comme ça dans tous les locaux? Est-ce que tu peux nous détailler un peu le fonctionnement, sur la partie bail, voilà, Ouais, création, tout ça? Parce qu'on est souvent sur du 369, mais bon, tout le monde ne connaît pas forcément ce fonctionnement. Hem, voilà, déjà sur ce point. ouais. Alors, un bail commercial, c'est forcément un bail de 9 ans. Dans le jargon, on dit un 369 parce que ça veut dire que tous les 3 ans, le locataire a la faculté de dénoncer son bail avec un préavis de 6 mois. Donc on OK, dit il est 3 ans, puis il est renouvelé 3 ans, donc ça fait 6 ans, puis 9 ans, et c'est 9 ans maximum. Au bout de 9 ans, le bail est terminé, s'éteint, donc on peut en refaire un nouveau. Ou alors il se reconduit tacitement d'année en année, donc tous les ans. Donc d'accord. ça sécurise beaucoup moins le bailleur, le propriétaire. Un bail commercial, c'est quelque chose qui est super libre. En fait, c'est un contrat, tout simplement. Donc moi, je conseille le bail commercial de le faire faire par un avocat OK, ou alors le faire notarier, mais déjà le faire faire par un avocat, donc un avocat spécialiste en droit des entreprises, ça sera beaucoup mieux, tout simplement voilà, beaucoup mieux. L'avocat, ouais, c'est son métier, c'est clair. il est au courant de toutes les dernières nouveautés, des dernières évolutions, il va te mettre les bonnes règles, les bonnes phrases, les bons termes juridiques, parce que si demain tu rentres en conflit avec ton locataire, et qu'il y a une coquille, forcément, le locataire, il va sauter sur cette coquille pour essayer de pas te payer, quoi. Donc ça, c'est Ouais, hyper important. Mais alors, une fois qu'il est fait, le bail commercial, en fait, tu mets tout ce que tu veux dedans. C'est un contrat entre les deux parties. Tant que l'autre personne accepte les clauses de contrat, il n'y a pas de problème. Sauf à mettre des OK. clauses qui seraient complètement hors des clous juridiquement. Mais Mmh. je te parle notamment sur les charges. Quelles charges sont supportées par le locataire, quelles charges sont supportées par le propriétaire. OK, Tu peux vraiment mettre tout à la charge du locataire. OK. Même À l'assurance, partir du moment, même l'assurance OK, du local. Moi, je le fais pas, mais même l'assurance du local, c'est-à-dire même l'assurance P&O qui normalement est charge propriétaire, oui, tu peux demander au locataire que dans son contrat d'assurance, il ait l'assurance pour son activité propre,
voilà, son assurance classique de locataire. Donc, en général, c'est un seul contrat qui assure l'activité du locataire plus le bâtiment, enfin, le local dans lequel il loue, qu'il occupe. Et tu peux même mettre une clause que dans le contrat d'assurance, ça doit prendre aussi en charge la P&O. Donc, en gros, le OK. bâtiment tel qu'il est en tant que propriétaire. Et tu seras couvert de la même manière, toi, en tant que propriétaire, s'il y a quoi que ce soit, même si c'est ton locataire qui prend en Bah, charge cette, en c'est fait, ça, il prend après, juste le coût, quoi, finalement? c'est ça, tu as un droit de regard après sur le contrat, il doit te le Mmh. communiquer, et voilà. Bon, après, c'est rarement fait, mais ça se fait beaucoup plus qu'on OK. croit. Moi, je le fais pas, parce que je trouve que c'est à un moment, chacun ses responsabilités, Ouais. et puis c'est bien aussi d'avoir deux assurances, parce que si un jour il y a un sinistre, il faut qu'elles assument et que l'une tape sur l'autre, enfin qu'elles se débrouillent entre elles. C'est bien aussi d'avoir deux experts qui s'affrontent pour essayer de déterminer les responsabilités et qui paye quoi. Tout à En me fait. disant, je serais normalement mieux remboursé. Après, un bâtiment, je sais pas, un bâtiment qui brûle, normalement, c'est remboursement à neuf, voilà, construction à neuf, mais voilà. Donc, sur ces charges, sur ce contrat, tu peux y mettre énormément de choses. Et par Mmh. contre, il faut que ça soit très carré. On définit tout. On essaye de penser à tout. Qui tond les pelouses, qui entretient les clôtures, qui entretient les façades, qui entretient les toitures, l'électricité OK. à l'intérieur, la sécurité incendie, qui à la charge de qui? Donc maintenant, il y a un petit tableau. Et dans ce petit Mmh. tableau, on passe un petit fichier Excel qu'on joint en annexe au bail. Tout est détaillé. S'il y a un D'accord. ascenseur à qui est la charge, etc., etc. Parce que quand tu as un local d'activité ou un local commercial qui est indépendant tout seul avec son terrain, ses clôtures, etc., il n'y a pas de débat. Mais par contre, quand tu commences à avoir un local qui est dans une copropriété, les charges de copropriété, elles sont à qui? Quand on a un appartement en copropriété, tu sais que les syndics t'envoient à chaque fois un récap de charges et il y a deux colonnes. Enfin, les charges totales et ensuite charges récupérables, charges locatives. Donc toi, tu es en Ouais. droit, en tant que propriétaire, de reprendre ce montant-là et de le refacturer à ton locataire. En immobilier Ouais. commercial, c'est exactement pareil, tu as le même décompte. Sauf que on est sur du commercial, on n'est pas sur de l'habitat. Donc là, tu peux mettre 100% des charges de copro à la charge du locataire. OK. Voilà. C'est assez intéressant. Après, il y avait un sujet aussi sur la partie de taxe foncière qui pouvait être refacturée au prorata, sur le locataire. Alors là, il y a des petits changements, normalement qui vont se faire, il me semble, sur l'année 2026 où on sera plus forcément en mesure de le faire. Mais ça, c'est Oui, peut-être des choses que c'est des toi tu projets. faisais notamment sur les immeubles ou, des choses comme ça peut-être? Ouais, c'est des projets, ça, il y a des projets de loi, Ouais, mais bon, avant que ça passe, je sais pas. Pour l'instant, moi, 100% des charges et des taxes foncières sont refacturées aux locataires. OK. Voilà. Donc, Et si tu sur veux, une là, il y partie a. immeuble, du coup, tu fais au prorata, j'imagine? Alors, sur une partie Pour immeuble, oui, tout à fait. Ouais, Tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, si j'ai l'immeuble entier, OK. bien sûr, je fais un prorata. Donc, c'est un prorata surfacique et temporis. Donc, en fonction de la surface et en fonction du temps qu'il occupe. Bon, quand il est là une année entière, OK. il y a la totale, mais oui, oui, bien sûr, il y a le prorata de la surface. Souvent, un local commercial, OK. il occupe quand même une belle surface au rez-de-chaussée. Ouais. Donc, ça fait une bonne partie, ça économise un peu, mais non, tu peux pas facturer au locataire Non, commercial les logements du dessus. Ça serait un peu. bien sûr. Ce serait un peu, voilà. Ouais, c'est Donc pas moi, mal, on je gagne t'avoue un que peu d'argent déjà. la période de réception des taxes foncières, elle est pas du tout anxiogène pour moi, enfin moins. Bah oui, forcément, bah, c'est sûr. Bah, en plus, tu en reçois pas mal quand même là pour le coup, hein. S'il y a 40 lots dans le parc immobilier, c'est une Ouais. période assez chargée. Et on parlait des avantages tout à l'heure au début, ouais, ça c'est clair que de recevoir les taxes foncières et de ne pas avoir cette pression, cette Ouais, anxiété en disant là, c'est waouh. Mon anxiété, elle est plutôt, là, tu vois, j'ai le cas, là, on est le 15 octobre. J'ai envoyé mes factures de refacturation de taxes foncières parce que j'ai deux trois lots où j'ai pas de provision pour charge. Ça n'avait pas été mis d'accord. dans le bail à l'époque, donc ça c'est une bêtise. Il faut absolument mettre des provisions pour charge parce que quand la taxe foncière arrive et que le locataire, comme là, j'en ai deux qui ne m'ont pas payé pour le 15, donc je suis en train de les Mmh. quémander. Et ils vont me les payer, à mon avis, comme l'année dernière, au mois de décembre. Bon, bah, j'avance pendant 3 mois la trésorerie, quoi. Voilà. Et on est Ouais, sur des taxes foncières à 5 000 euros unité, donc ça commence à causer. Donc, ouais, bien sûr. provision pour les charges, il faut absolument le mettre. OK. Voilà. Et ça fait partie des C'est choses dans le bail, voilà, tu mets tout ce que tu veux. Faut vraiment, par contre, il faut penser à tout. Donc avec l'expérience, tu apprends. Avec les conseils d'un avocat, il te dit pensez à ci, pensez à ça, parce qu'il a l'habitude, parce qu'il voit aussi d'autres clients qui font des beaux commerciaux. Donc ils ont l'habitude.
OK, très clair en tout cas. Justement, ça me fait penser, est-ce qu'il y a déjà eu des petites anecdotes en tout cas, parce qu'il y a quand même du risque, on va pas se mentir Ouais, sur la partie immobilier commercial, c'est pas non plus tout rose, notamment sur de la partie vacances. Est-ce que tu as déjà eu des loyers impayés, des gros sujets, on va dire, à gérer? Puisqu'effectivement là, voilà, il y a des gros montants, c'est des grosses taxes foncières, il y a aussi des gros montants de loyer, donc ça peut vite oui. finalement rendre un projet rentable, un peu, faire virer au cauchemar. Alors, déjà, on parlait tout à l'heure des avantages. Un des Mmh, inconvénients, c'est qu'en immobilier commercial, le risque est beaucoup plus important. ouais. Parce que, bah, une société peut se mettre en faillite et cetera et bah, c'est tout de suite des loyers plus importants. Donc déjà, en cessation de paiement, en défaut de paiement et quand le locataire part, il décide au bout de 3 ans de partir, tu peux avoir des vacances locatives, des périodes de vide beaucoup plus importantes. Mmh, Parce que parfois, en fonction du contexte économique, le local peut être difficile à relouer. Alors encore une fois, si tu as un emplacement premium, bah, tu te ouais. dis: «Pas de problème, je vais pouvoir le relouer facilement», mais tu l'as payé plus cher au début. Donc à un moment, faut c'est ça aussi, il faut se poser la question au début. Est-ce que j'achète un local cher et je sais que je vais faire moins de bénéfices sur ce local-là? Par contre, le jour où j'ai un locataire qui part, finger in the nose, je le reloue très facilement. Mmh, Ou alors j'accepte un peu plus de vacances locatives et donc j'ai un cash flow peut-être plus important parce que je l'achète, moins cher. Si j'arrive à bien louer, c'est pareil, voilà. Donc ouais. moi je sais que mon objectif, c'est d'avoir minimum 6 mois de loyer devant moi sur chaque lot. OK. En trésorerie que je place, mais au moins je dors tranquille Mmh. et voilà. Je me dis: «Bon, si un» et c'est vrai, hein, tu vois? Là, j'ai un local de 120 m², que j'arrive pas à relouer. Ça fait 6 mois qu'il est vide et j'arrive pas à le relouer. Pourtant, c'est un petit loyer, 750 €, mais voilà, on Mmh. est dans une période où, voilà. Donc C'est plus compliqué. voilà. Alors, c'est un lot sur une SCI, donc c'est transparent pour moi. Je vais faire un petit peu moins de bénéfices sur celle-ci cette année, mais je vais m'en sortir. Par contre, quand tu as que ça, quand tu démarres ou quand tu as, voilà. Moi, j'ai des lots, c'est des lots à 5 000 € de loyer. Donc Mmh. quand il te manque 5 000 € par mois, voilà, et que tu as une échéance je sais pas, d'emprunt à 3 000 €, Mmh. ouais, ça fait tout de suite des voilà. Et alors après dans les anecdotes, bah, ça les taxes foncières que j'arrive pas à récupérer tous les ans, ça c'est un peu le bordel. Bon, je finis par les récupérer. Quand ça me gonfle, en janvier, de l'année suivante, j'appelle mon huissier et puis il fait un petit courrier ou mon avocat. Mmh. Ça me coûte un petit billet, mais au moins ça fait bouger les choses. Et après, j'ai pas eu beaucoup de problèmes de paiement. J'en ai eu un, qui m'a enquiquiné. Moi je suis un peu tête de con. Quand ça va pas dans mon sens, voilà, j'ai que ça en tête, je pense qu'à ça, donc après je le harcelais, tous les jours, enfin voilà, je l'ai fait un peu chier et au bout d'un moment, il a fini par me dire: «Ouais, ça va être compliqué, gna 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 gna». Alors ça faisait 3 au bout de 3 mois ou 6 mois qu'il était là, qu'il commençait plus à payer. Moi Ah j'ai oui, dit: donc «Écoutez, vraiment pas beaucoup. vous savez quoi? On arrête ou pas?» Il me dit: «Ouais, ouais, j'aimerais bien partir». Bah, je dis: «Vas-y, allez partez». Alors que normalement, il aurait dû me payer le loyer pendant 3 ans. Je lui Mmh. dis: «Écoutez, partez, venez, videz le local, barrez-vous, vous me payez ce que vous me devez». J'avais quoi? J'avais un dépôt de garantie de 2 mois, donc j'étais un peu Ouais. sécurisé, mais voilà et puis j'ai préféré, voilà, qu'ils partent. Bon déjà, c'est bien, d'avoir trouvé cette entente-là parce qu'au final, il aurait pu décider de rester et en fait, continuer à pas te payer, quoi et tu serais rentré peut-être potentiellement dans une procédure. Justement, ça se passe Ouais, comment là, dans ce cas-là? j'aurais C'est engagé une pareil procédure. que oui. Un peu comme dans le logement, tu pas de trêve Ouais. hivernale, donc un locataire, allez, en 6 mois, il est parti. OK. C'est Ouais, donc tu as huissier, des délais après un c'est peu plus avocat. sympas quand même. Ouais, ouais. Mais tu as des coûts, hein OK. et puis c'est pareil, si pendant 6 mois il t'a pas payé, si après il se met en liquidation judiciaire, bah, forcément, tu retrouveras pas tes loyers. Mais le Mmh. but, c'est de le faire partir parce que quand c'est comme ça, il y a une procédure, le local, il peut être mis sous scellé. Si c'est en OK. procédure, en liquidation judiciaire, donc tu as pas accès au local. Donc moi, j'ai vu des bailleurs, pendant 1 an, ne pas pouvoir accéder au local, le temps que la Ouais. liquidation se fasse et cetera et cetera. Là, et pendant ce temps-là, si le mec, il est pas solvable et tout, bah, il y a aussi les loyers qui partent. Donc si on peut D'accord. s'arranger à l'amiable, ça dégage et on passe à autre chose. OK. Non, mais non, Je avec le recul, pas énormément de je touche du voilà, tant mieux. j'essaye d'être serein face à ça, enfin de toucher du bois et dire, on essaye de faire ce qu'il faut.
Je vais voir mes locataires tous les ans. Ça, je m'y Ok. astreins. Voilà. Alors en général, c'est un moment sympa. J'y vais toujours pendant les fêtes de fin d'année. Je leur emmène une petite bouteille de champagne, du chocolat. Ils sont contents de me voir. Je fais le tour des locaux. J'ai mis, voilà, on parlait tout à l'heure des baux. J'ai mis Mm. dans les baux une visite annuelle obligatoire. Donc je leur dis, Ok, je viens. super. Et pour que la visite se passe bien, voilà, ils savent que j'arrive jamais les mains vides. Ça me permet de faire le tour du local. Quand dans le local que tu vois que c'est le bordel, que tu t'aperçois qu'en discutant qu'il n'y a plus de salariés, que la secrétaire a dit oh c'est la merde, on commence à plus. Tu dis oh là, on va anticiper. Tu vois, tu essayes de choper des indices, voir si sur la santé financière de ton locataire. Ok. Et puis c'est un bon moment, c'est sympa en général. Voilà, ça crée aussi des liens quoi. Voilà. Donc ça, j'essaye de voilà de faire toutes ces choses là pour que Mm. j'ai pas envie de voilà j'ai pas envie de ce mauvais stress d'un locataire qui paye pas. Donc si on peut le. Non, mais oui, t'anticipes et puis même le fait de créer des bonnes relations avec les gens, je pense que même eux, ça les met aussi un peu plus en confiance pour la suite. Ils sont rassurés, ils savent que toi, tu vas apporter de la qualité aussi en tant que propriétaire parce qu'on Ouais. va pas que taper sur le dos des locataires non plus, tout le temps. Nous, en tant que propriétaire, je pense qu'on a aussi des devoirs et il faut, apporter quelque chose de qualitatif et apporter un service et une relation qui soit aussi à la hauteur, je pense. Ah ben clairement, hein, c'est la qualité. Moi, alors en plus, voilà, avec mon métier, avec mes déformations, voilà, moi c'est Mmh. la qualité ou rien. Je sais pas faire quelque chose qui est pas qualitatif. Alors après, je peux peut-être être un peu trop, mais je veux rien laisser passer. Moi, Mmh. ils prennent un bâtiment, c'est qualitatif, y a rien qui traîne. Je veux voilà et je prends des choses à ma charge. C'est pareil, quand tu as des Ouais. bonnes relations, que l'hiver, au moment de Noël là, que je fais ma visite annuelle, tu t'aperçois qu'il y a un néon, qui commence à clignoter, c'est un néon LED. Tu sais que c'est moi qui l'ai installé il y a, je sais pas, il y a 2 ans. Tu sais qu'il est encore sous garantie 5 ans par le fabricant. Ouais. Ben, je m'en occupe. Je dis écoutez, je m'en occupe. Le gars, il est content parce qu'il se dit ouais, je le change pas, donc ben dans son entrepôt, ça clignote en permanence, Mmh. ça le gonfle. Ben, je lui dis écoutez, je m'en occupe. Je lui dis pas, je lui donne pas de détails, mais il a l'impression que je prends ça à ma charge. Alors que moi, ça me coûte pas grand chose. Un peu de main d'œuvre, on prend une nacelle, on va grimper là-haut et on va changer le fluo LED qui clignote. Mais Mmh. c'est des petites choses comme ça. C'est il a besoin de ci, ah le portail il est en panne. Bon, bougez pas, je gère ça pour vous. Donc soit après, l'artisan qui vient réparer le portail, il envoie sa facture directement à mon locataire, soit il m'envoie la facture et moi je la refacture au locataire. Alors après, c'est aussi une relation de confiance. Il faut que je sois sûr qu'il me Oui, paye bien ma sûr. facture. Mais voilà, je suis vraiment là et c'est hyper important. Je pense qu'à un moment, il n'y a pas de secret dans la vie. Les gens, si Ouais. tu traites bien tes locataires, ils te le rendent bien et voilà. Bon, il y a toujours des exceptions, hein, bien sûr, mais bon, moi, jusque-là, ça me réussit et je continue sur cette voie-là parce que je sais pas faire autrement, tout simplement. Je veux faire de la qualité, je veux avoir de bonnes relations et puis je veux que tout le monde soit content. C'est très bien. Bravo à toi parce que bon, je pense qu'il y a plein de propriétaires qui sont pas forcément comme ça. Je voulais revenir juste parce que tu as évoqué, la SCI justement, les achats en SCI. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, un peu le montage? Alors sans trop peut-être rentrer dans les détails, tout ça, parce que voilà, il y a sûrement des montages un peu complexes. Mais est-ce que tu fais, le fameux une société, alors au-delà de la SCI, une société, un local? Ou est-ce que tu as réparti un petit peu finalement des sociétés spécialisées dans l'immobilier commercial, d'autres plutôt dans l'immobilier, Mmh, d'habitat? Est-ce que tu peux je nous comprends. détailler un peu plus ça? Yes, alors il n'y a pas de montage, sorcier compliqué en immobilier commercial par rapport à de l'habitat. Moi, j'ai sur l'immobilier commercial, tout est dé non, non, j'ai des SCI et des SAS, pardon. Bon, moi, OK. j'ai alors, sur la structuration de mon groupe, il y a une holding au-dessus qui chapeaute l'ensemble et ensuite, en dessous, il y a des sociétés, donc des sociétés civiles, des SCI, des SAS, ma SAS d'expertise et cetera et puis tout ça, ça fait D'accord. son petit monde, ça vit ensemble. J'ai pas fait un bien, une SCI, une société, bah, tout simplement parce que c'est des coûts et puis j'en ai pas Mmh. trouvé l'utilité, en tout cas, où personne m'a prouvé qu'il y avait un intérêt réel pour moi. Par contre, je me limite en nombre de biens par société. Je fais des calculs, enfin, je vois avec mon comptable, il me fait une projection, à quel moment je vais commencer à payer de l'impôt et surtout Ouais. quand je vais commencer à payer de l'impôt et que je vais faire du bénéfice, parce qu'en immobilier commercial, tu payes très vite de l'impôt, tu fais très vite du bénéfice, mais après, il y a des moyens pour aussi, avec les travaux, écraser ce bénéfice. Pour ça aussi, je fais des travaux Mmh. clés en main. Ça me permet d'écraser mon bénéfice et de créer de la charge. Je regarde en fait pour pas dépasser les 42 000 enfin 43 000 euros de bénéfices.
OK. pour pas passer sur de l'impôt à 25%. Donc actuellement, je ne paye que de l'impôt société à 15%. Alors moi, j'ai tout en structure à l'impôt société en dessous, hein. Ouais, L'impôt sur le revenu, à l'IR, j'en ai pas. J'ai que des d'accord. sociétés à l'impôt société. J'ai toujours été entrepreneur, enfin, pour moi, la société, c'est voilà, c'est la vie, quoi. C'est voilà, tu Mmh. fais de la charge, voilà. En tout cas, c'est mathématique, c'est simple. La gestion, elle est simple pour moi. C'est voilà, tu as des charges, t'as des recettes, tu as des dépenses, et puis tu fais voilà, tu fais ton compte de résultat derrière. Euh, donc voilà pour ta question. Et donc forcément, oui, donc je me limite. Tu vois là, je viens de racheter un bâtiment sur Angoulême. Je l'ai intégré dans une des SCI où j'étais déjà limite, parce que OK, sur cette SCI-là, je vais sûrement faire un arbitrage d'un bâtiment. Donc j'ai d'accord. anticipé. Mais sinon, j'aurais recréé une nouvelle SCI, parce que là, toutes mes SCI, j'arrive tout à 40 000 de résultats, Mmh. plus ou moins les années. Et donc, j'ai pas envie de me faire allumer avec de l'impôt société à 25%. Donc, j'essaie de. Voilà. Parce que, alors, c'est pareil, tu peux dépasser un petit peu l'impôt société si j'ai une partie, parce que tu sais, c'est des paliers. C'est-à-dire que Mmh. jusqu'à 43 000 euros, c'est de l'impôt à 15%. Et au-delà, si je fais 45 000, je vais avoir que 5 000 euros d'impôt société à 25%. Donc, Oui. voilà, il y a un moment, il y a un calcul à faire. Par contre, quand ça dépasse vraiment, bah, vaut mieux recréer une nouvelle boîte, parce qu'après, ça te coûte Mmh. quoi en charge? Bah, ça te coûte les frais de comptable à l'année, et puis aussi Ouais. le juridique, une fois par an, l'avocat qui te fait le PV d'AG, etc. Donc c'est un petit billet de 500-600 balles tous les ans par société, quoi. Ça répond à ta question? Oui. Très bien. Justement, ça me permet de rebondir sur la partie arbitrage et un peu plus stratégie. Est-ce que, dans ce type d'investissement-là, l'objectif, c'est de garder longtemps? Est-ce qu'il y a vraiment des locaux que tu as achetés en te disant: «OK, là, je fais une super affaire sur le prix, je sais que ça va prendre un peu de valeur, que je vais pouvoir me faire une petite plus-value pour éventuellement réenchaîner». Est-ce que tu as une stratégie qui se met en place, de ton côté sur ces bâtiments? Alors, oui, un peu plus maintenant que ça fait une dizaine Mmh. d'années. Chose que avant, j'achetais pour faire monter le patrimoine, Ouais. pour me faire plaisir, pour gagner de l'argent, pour faire du cash flow, voilà, parce que actuellement, moi, c'est l'immobilier commercial, c'est une partie de mes revenus, hein, Mmh. j'ai 50% de mes revenus, c'est l'immobilier commercial, et le reste, c'est l'expertise. Donc c'est super, c'est cool, hein. Si je vis bien, je me détends, voilà, ça me permet d'être vraiment cool. Euh, et maintenant, oui, en effet, il y a des bâtiments qui commencent à être bien payés. Et en fait, c'est quoi l'avenir? L'avenir, si demain, je sais pas, je veux partir à l'étranger, je sais qu'il faudra que je vende mon immobilier. Tu peux pas partir à l'étranger. Pour l'instant, c'est pas un choix, enfin, c'est pas un objectif, mais si tu te dis qu'est-ce que je en fais? Soit je peux le Ouais. transmettre à mes descendants, à mes enfants. Est-ce que de leur transmettre un bâtiment, ça sera pas un poids pour eux? Est-ce qu'ils auront envie de le Mmh. gérer, tel que moi j'ai la passion de la gestion actuellement? Donc il y a un moment, on sait que le plus facile pour transmettre fiscalement, c'est des sommes d'argent, ça peut être des placements, etc. Donc oui, il y aura de l'arbitrage pour mettre en placement. Et puis après, des sommes d'argent bien placées en bourse ou autres supports, ça peut être aussi un élément de transmission. Alors mes enfants sont encore jeunes, mais je commence un peu plus à réfléchir à ça. Mmh. Et c'est les opportunités. Je dirais que bon, donc pour l'instant, pour répondre à la question, ma stratégie, elle est pas claire et nette. OK. Je regarde, je navigue et je Mmh. vis d'opportunités. Et j'ai un bâtiment que là, je suis en train d'arbitrer. En tout cas, j'ai fait la démarche volontaire à dire bon, ok, celui-là, je suis prêt à le vendre, parce qu'en fait, j'ai tout simplement un locataire qui part fin mars OK. sur un gros bâtiment de 900 mètres carrés. C'est 5 000 euros de loyer par mois. C'est une zone qui est un peu difficile à travailler. Donc, en fait, j'explore les deux pistes. Soit je le reloue, soit je le divise, je le coupe en deux, je le reloue, soit je le Mmh. vends. Et j'ai éventuellement quelqu'un qui serait intéressé pour le relouer, le racheter, pardon. Et donc là, il y a une belle plus-value, parce que le bâtiment, il est payé, enfin, il reste. Pour donner les chiffres, hein, c'est simple. C'est un bâtiment qui doit rester 150 000 euros à payer, et c'est un bâtiment que je peux revendre 700. Donc OK. voilà, Ouais. sur un bâtiment que j'ai acheté 450 en 2016. Donc tu vois, il y a une Oui, donc plus-value, il y a un marché et il y a une belle plus-value à faire. Donc oui, dans OK. ce genre de, quand on
quand tu as des opportunités comme ça, éventuellement, tu réfléchis à l'arbitrage. Oui, puis ça permet de renchaîner sur un autre projet derrière, de récupérer un peu Oui, de bah clairement. liquidité éventuellement et de renchaîner sur une nouvelle affaire. Et, et aussi, maintenant, tu vois, je me suis posé un peu là depuis 1 an ou 2 en me disant, quelle est la durée de détention idéale sur un bien en Mmh. immobilier commercial? Je dirais comme ça une dizaine d'années, c'est pas mal. Parce qu'au bout de 10 ans, Mmh. tu as quand même pas mal remboursé. Alors, c'est des crédits, moi j'ai de tout, j'ai des crédits sur 15 et des crédits sur 20 ans OK. en immobilier commercial. On arrive à avoir du 20 ans, hein, beaucoup, parfois je vois des choses sur les réseaux: «Ouais, non, l'immobilier commercial, c'est que 15 ans et pas autre chose». Non, 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 c'est vraiment, comment tu amènes le dossier. Et moi, j'arrive à avoir du 20 ans. Pourquoi? Parce que comme je fais des travaux clés en main pour certains locataires, derrière, je fais des baux. On revient au bail tout à l'heure. Mmh. Je fais des baux avec des périodes fermes. C'est-à-dire que le D'accord. locataire, je fais des baux de 12 ans avec 9 ans ferme. C'est-à-dire que le OK. locataire, pendant 9 ans, il est verrouillé. Donc ça donne de la Ouais, ça crédibilité à sécurise. la banque. Je fais financer les travaux et j'arrive à avoir des crédits sur 20 ans. OK. Voilà. Hem, Est-ce que c'est bien? et Est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Pour l'instant, moi, ce que je vois, je me dis: «Bon, j'engage sur long terme. S'il faut arbitrer, j'arbitrerai» et puis voilà. Et mmh. c'est pareil sur les crédits que je fais, j'essaye de négocier aussi je négocie d'ailleurs toujours les IRA, indemnités de remboursement anticipé. Oui. Alors, ils ont du mal, sauf rachat à la concurrence, parce que ça, en général, tu y coupes pas. Mais par contre, si j'arbitre un bâtiment, que je puisse rembourser par anticipation sans frais. OK. Et ça se négocie bien, hein. Ouais. Enfin, faut surtout ne pas oublier de le demander. Oui, c'est ça. Mais C'est ça se ça, je négocie pense. bien, il te faut un courrier d'accord, et voilà. Et au moins voilà, je me dis, j'ai j'ai pas de comment? De frein avec ça. OK. Et pour finir sur cette histoire d'arbitrage, il y a aussi quelque chose où je peux arbitrer un peu malgré moi, c'est que quand je commercialise mes biens, j'ai très souvent la question du futur locataire ou du prospect en tout cas, Mmh. la personne qui s'intéresse à mon annonce. Est-ce qu'on pourra acheter? Parce que sur la clientèle que j'ai, sur des artisans, sur des petites sociétés, ils ont aussi envie, ils sont aussi conseillés par leur comptable. Il leur dit: «Ça serait bien un moment d'acheter. Mmh. Vous recréeriez de la charge, vous vous constitueriez un patrimoine comme moi j'ai pu faire». Et donc cette question, elle arrive très souvent. Donc je fais des baux OK. aussi, quand on me le demande, avec option d'achat. C'est-à-dire que je propose à mon locataire d'acheter le bâtiment au bout de 6 ans, au bout de 3 ans, au bout de 9 ans, ça dépend, on voit un peu. Et s'il veut acheter au bout de 6 ans, bah, il prend son option, il dit: «Moi, j'active mon option. Moi, je lui vends». Le prix est défini à Mmh. l'avance. Donc on D'accord. définit, là, les règles du jeu sont mises, on définit le OK. prix, on met une clause de réindexation du prix en fonction du coût de la construction ou en fonction, je sais pas, du barème immobilier. On choisit un barème et les règles sont données. Donc moi, je sais que si mon locataire, dans 6 ans, il veut acheter, je sais combien je vais lui vendre. Donc je m'y prépare. Qu'est-ce que je ferai de cet Mmh. argent-là ou de cet arbitrage-là? Ouais. Et quelque part, ça m'oblige un peu à faire tourner le patrimoine parce qu'on sait très bien que l'arbitrage, c'est quand même un bon élément d'enrichissement. OK. Voilà. J'ai une question qui me vient juste sur la partie, enchaînement, on va dire, puisque voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de lots, c'est des gros tickets d'entrée. Est-ce que toi, tu aurais juste, bah, des astuces, en fait, au départ qui t'ont permis justement d'enchaîner sur du local commercial? Bon, là, il y a des montages en SCI, donc j'imagine qu'il y a aussi des associations qui t'ont peut-être aidé à ce que les dossiers puissent passer. Ah Est-ce oui, qu'il y a des oui, techniques en particulier sur, les montages des dossiers? Tu l'as un peu évoqué, voilà, avoir aussi, une projection sur le type de locataire qu'il va y avoir, bloqué finalement les baux en faisant des baux fermes, ça va aussi garantir à la banque qu'il va y avoir quelque oui, chose qui va rentrer. Est-ce c'est que tu ça. peux nous donner quelques petites astuces pour des gens qui voudraient en fait, bah, développer justement cet IMO commercial et éventuellement enchaîner aussi derrière, «facilement» entre guillemets? Ouais. Alors la première chose, moi j'ai pu accélérer fort sur des gros montants parce qu'à côté j'étais entrepreneur, parce qu'à côté j'avais une Mmh. société. En tout cas, j'avais des business à côté. Ça, c'est, primordial. Après, il y a Ouais, l'association. L'association, ça débloque. ouais. J'ai un bâtiment que j'ai acheté 1,4 million. On est trois Mmh. associés. C'est ce qui a permis de faire passer le dossier. OK. Sinon, tout seul, non, j'y serais. En fait, même tout seul, dans mes alertes, j'avais pas ce montant-là. Voilà, je regardais pas ça. Ouais. Et en fait, en mini immobilier commercial, tu peux te permettre de regarder des gros montants. Faut pas avoir peur parce que si tu as le locataire en face
Là, nous, c'est un loyer c'est 14 000 euros par mois, Ouais, au loyer TTC. TTC. effectivement. Ouais, voilà. Donc, tu vois, OK. enfin, là, forcément, la renta, tu viens de la calculer, hein, Mmh. elle est superbe. Mmh. Mais donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des montants. Mais pour revenir à la question, voilà, donc, ouais, l'association. Après, au niveau des banques, c'est présenter un dossier, mais même pour de l'habitat, vraiment, c'est aussi présenter ton dossier comme je faisais un investissement dans ma société, donc vraiment professionnellement, avec un business plan OK. que tu peux faire toi-même, hein, vite fait. Ils n'ont pas besoin de, tu sais, les banquiers, ils ont du mal à lire les bilans, hein, Mmh. voire ils savent pas lire un bilan. Oui, Ils savent qu'il faut qu'ils aillent c'est voir vrai. telle ligne dans le bilan, qu'ils mettent dans tel tableau, qui va leur sortir un petit panel qui va dire go no go, quoi, en fait, voilà. Ouais. Les services engagement, bon, les services engagement, si, ils ont peut-être un peu plus de bagages sur savoir lire Berlin, mais ton conseiller, voilà. Donc, présenter, voilà, avec un business plan, présenter ça vraiment de façon très Mmh. professionnelle. Ça, voilà. En fait, moi, j'ai toujours été entrepreneur, mais j'amène tous mes dossiers immobiliers comme un entrepreneur, en disant voilà le projet, voilà ce que ça va dégager, voilà l'investissement, voilà le retour sur investissement, voilà comment on va gérer. Voilà, vraiment comme une aventure, comme si je montais un business, comme si un industriel achetait une machine-outil et pour acheter une machine-outil à 1 million d'euros, il faut qu'il présente au banquier comment il va améliorer sa productivité, il va vendre plus d'objets qu'il va fabriquer avec cette nouvelle machine, etc. Et ça, je le présente exactement comme ça. Et c'est aussi comme ça que OK. sur de l'immobilier, d'habitat, je présente les choses, et encore plus sur de la LCD, où là, il faut vraiment parler business, etc. Ouais, j'imagine. Et après, les banques, ce qu'elles aiment bien, bah voilà, tu as un bail qui est déjà signé, donc je fais de la pré-commercialisation, c'est-à-dire que même parfois avant D'accord. d'acheter, je mets des annonces, j'essaye de commercialiser Mmh. les bâtiments, les lots, pour arriver au banquier en disant monsieur le banquier, il faut que j'achète, mais j'ai déjà le locataire. Donc en fait, vous pouvez pas me dire non, en fait, c'est pas possible. Ah Pourquoi oui, vous me diriez non? ouais. Bon, ils me disent non, hein. Ils me disent non, hein. Là, Oui, ça arrive parfois. le dernier bâtiment d'Angoulême, là, j'ai bien galéré, mais j'ai obtenu mon financement. Mais ouais, Bien joué. j'ai fait 10 banques, quoi, au moins, voilà, quoi. Et ça a été Ouais, galère. Parce qu'à un bout d'un moment, le niveau d'encours, la période, clairement, en ce moment, le banquier est frileux. ouais. Mais bon, Ah oui, ça si passe quand on. même, Mais ouais, ouais, alors ça passe quand avec même. la persévérance. Ouais, voilà, faut persévérer. Et C'est puis, ça. c'est pareil, ça se trouve, dans 3 mois ou dans un an, je sais pas, non, c'est dans 2 ans les élections présidentielles, mais peu importe. Mais Ouais. c'est vraiment des cycles. Donc, Oh, si quelqu'un écoute ce podcast dans 2 ans, c'est pas parce que je dis ça aujourd'hui que c'est difficile que. Voilà, non, oui, bien sûr. c'est des cycles, hein, voilà. Après, c'est pas parce que justement, il y a des périodes comme ça qu'il faut attendre et se dire: «Bon, ben, je le ferai quand ça ira mieux», Ah puisqu'au non, final, il y aura toujours ah quelque non. chose qui nous empêchera de le faire. Maintenant, c'est bien de dire que, ben voilà, c'est pas parce qu'on est, entrepreneur, multi-investisseur et cetera, qu'on a un gros parc, qu'on va pas se heurter aussi à des refus ou à des difficultés au niveau de la banque. À tous les niveaux, on peut en avoir et justement, ça prouve aussi que, ben, faut pas s'arrêter à la première banque ni à la deuxième. Faut parfois vraiment persévérer Ah et y ouais, aller. Quand on clairement. sait que le projet est bon, ben, on y va et on donne tout ce qu'on a pour avoir le financement, quoi. Moi, j'ai brûlé ma télé et ma radio. Je vois un truc, je dis ah c'est beau, c'est sympa, il y a un truc à faire, j'y vais. Et puis j'y vais, et puis voilà. Ouais. Bah, ouais, non, mais c'est de toute façon, c'est comme ça qu'on avance, je pense aussi, hein. Faut pas Des trop se fois, poser de questions parfois et ouais, tu reçois un coup de fil d'un pote et qui dit tiens Eric, il y a un truc à faire, elle s'intéresse, on le fait tous les deux. Ouais, on va voir. Je prends c'est le bien. TGV, j'y vais, et puis bah tu t'aperçois qu'en Ouais. fait tu y as mis le doigt, puis tu y passes le bras, puis c'est une belle aventure, c'est génial. C'est clair. Du coup, tu as parlé un peu rapidement de LCD. J'aurais bien aimé qu'on discute, plus Ah, sur de ton projet un peu atypique, le yes, fameux, parce que voilà, c'est quand même un super projet. J'aimerais que tu nous racontes un peu cette histoire-là, puisque à la base, on est d'accord que ça part d'un local commercial aussi. oui, Donc c'est, voilà, tu as fait un concept de location saisonnière que tu vas nous détailler. Hem et finalement, il y a peut-être aussi une histoire autour de ce local, une histoire autour de ce contexte, puisque là, tu as vraiment professionnalisé, je dirais, la location courte durée, moi, je trouve aussi, dans ce que tu apportes comme service. mmh. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu, alors je sais que tu as d'autres locations courte durée à côté, mais ce projet-là en particulier est assez atypique de par l'achat et le fonctionnement qu'il y a derrière. Qu'est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet de location, courte durée Yes, atypique? avec plaisir. Alors je suis pas précurseur, hein, Ouais. il y en a d'autres en France, mais il y en a qui font ça un peu.
Comme ça, leur petit truc, ils ont quelque chose. Alors moi, en fait, c'est le concept, c'est bed in shop, donc Mmh. en anglais, ça veut dire un lit dans une boutique. C'est un concept qui est né à Romans-sur-Isère. C'est mon ami FX qui a créé ce concept-là. Et j'ai découvert ça un jour sur les réseaux, et je me suis dit, waouh, moi qui fais de l'immobilier commercial, Ouais. moi qui fais un petit peu de LCD, mais là, c'est le truc que j'ai envie de faire un jour si j'ai une opportunité. Et donc sur la ville de Chartres, j'ai eu l'opportunité d'avoir un local commercial. Vraiment, j'ai bien négocié, et là, on est un local commercial sous la barre des 100 000 euros pour 70 mètres carrés. Mmh. Donc c'est bien. Enfin, c'est même 80 000. Donc c'est vraiment en dessous. Et je me suis dit, là, il y a un truc à faire. J'ai envie de faire ce concept-là. Donc je ne suis pas le créateur, mais en tout cas, je Mmh. suis le fervent défenseur, et je suis le premier qui a. Parce que cette personne-là, Romans-sur-Isère, elle en a 7 dans son concept, mais ça ne s'est pas développé. Et moi, je lui ai dit, écoute, ça me plairait bien d'essayer de développer ça ailleurs, en tout cas de le faire à Chartres. Et voilà, parce que j'adore le concept. Il y a des valeurs dans ce concept. Et il y a aussi comment allier la LCD avec le local commercial. Donc c'est un local commercial Mmh. que j'exploite en LCD, tout simplement, parce que la LCD, c'est une activité commerciale. Alors j'exploite au travers d'une société commerciale. C'est OK. ma société qui fait du bâtiment, tout simplement. J'ai toujours une boîte dans le bâtiment qui fait, alors dans ses statuts, elle peut faire de la construction, de la rénovation, elle peut faire des opérations de OK. marchand de biens, et elle peut exploiter les locaux qu'elle achète. Donc en fait, j'ai acheté le local avec cette société-là, elle exploite, c'est une SAS commerciale, et dedans, je fais de l'activité LCD. Euh, alors, je pense que tu vas me poser aussi les questions, quelles sont les contraintes, etc., au niveau de la mairie, Mmh. etc. Donc, on va peut-être en parler juste après. Mais en Ouais. gros, l'idée, c'est d'avoir fait un concept. On recrée une ancienne boutique. Donc, c'est une boutique des années 1900-1950, avec tous les codes. Donc, on a une vraie façade, on a une vraie vitrine, avec une vraie décoration. Donc, l'idée, c'est Mmh. de mettre ça dans les centres-villes qui se meurent un peu, et derrière d'attirer des badauds qui vont venir faire du lèche-vitrine, ça va créer du lien social, premièrement. On va avoir une vitrine, plutôt que d'avoir une vitrine blanche, tu sais, blanchie au blanc de Mmh. Meudon, tu vas avoir une belle vitrine qui va attirer. Quand c'est des villes touristiques, les gens, ils ont plaisir à passer devant, à Ouais. discuter, à échanger, même à faire des rencontres. Parfois, moi, je vois j'ai deux grands-mères qui viennent discuter entre elles, elles se connaissaient pas, et puis elles étaient chacune devant une vitrine, et puis maintenant elles se mettent à causer entre elles. Donc tu vois, tu crées du lien social. Donc tu as une fausse vitrine, et à l'intérieur tu rentres, Mmh. et là tu as un appartement. Donc moi, la déco, je l'ai choisie dans le thème de la vitrine. Donc moi, c'est une mercerie, voilà, ça s'appelle la mercerie Bed in Shop à Chartres. Et derrière, tu as vraiment tout un concept dans l'appartement, toute la Mmh. déclinaison de décoration, d'accessoirisation, avec que des objets recyclés, donc que des objets que j'ai chinés en dépôt-vente, en brocante, sur le bon coin, etc. Et en relation avec le thème de la mercerie. Donc voilà. Et OK. un gros travail de décoration d'intérieur, de Mmh. concept, d'ambiance. En fait, l'idée, c'est aussi de recréer l'ambiance que tu avais dans ces boutiques-là. Donc, tu vois, des Mmh. boutiques un peu sombres. Donc, moi, j'ai fait un faux Ouais. plafond noir pour vraiment se créer une ambiance, des thèmes de couleurs, des petits accessoires à droite à gauche qui rappellent. Voilà. Donc, ça marche super bien. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, beaucoup d'étrangers, moi. Pourquoi? Parce que Ouais. les étrangers, les Anglais, les Allemands, tout ça, ils sont beaucoup plus avancés que nous sur la LCD en termes d'exploitation. Airbnb, ça fait des années Mmh. qu'ils l'utilisent. Et ils ont envie de changement, ils ont envie d'originalité, ils veulent venir vivre une expérience. Donc ça, ils trouvent ça fun, ils trouvent ça génial. J'ai que des bons retours, donc ça, c'est cool. Et puis ça marche bien. Et on est sur quelque chose de haut de gamme. Voilà, on fait pas de la Ouais. LCD cheap. Je fais vraiment du haut de gamme. Alors, je fais des prix moyenne gamme, parce qu'à un moment, OK. faut aussi Ouais. remplir. Mais en termes de prestations, en termes de qualité, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, moi je ne sais pas faire autre chose que de la qualité. Mmh. Moi, la femme de ménage, elle est briefée, c'est vraiment qualité, qualité et qualité. Les gens, ils arrivent, ils disent ouais, ouais, mais c'est super propre. Enfin, il n'y a jamais rien à redire. Je fais des contrôles réguliers. OK. Voilà. Après, qu'est-ce que j'apporte aux voyageurs? Tu me parlais, tu me demandais. Mmh. J'apporte l'originalité, j'apporte de la qualité. On fait aussi des options. Bon, ça après, c'est des ventes d'upsell avec des options. On fait du départ tardif de l'arrivée plus tôt. On fait aussi de la option chambre individuelle, c'est-à-dire que j'ai une tarification qui s'adapte en fonction du nombre de personnes, en fonction de s'ils veulent une OK. chambre individuelle ou pas. Je vends aussi des petits produits locaux à l'intérieur, comme on est sur un Mmh. concept, de redynamiser du centre-ville
avoir un concept aussi économique et sociétal, j'ai un système de distributeur avec un casier pour vendre des produits locaux. Donc j'ai des petits produits locaux OK. non périssables. C'est des chips, c'est de la bière, c'est des graines de Mmh. courge, des producteurs, enfin là, que des producteurs d'Eure-et-Loir. J'ai des bocaux aussi, tu vois. Les bocaux, c'est des plats tout prêts dans un bocal, donc c'est hermétique, donc ça se garde très longtemps. La personne, elle OK. arrive, moi j'ai des fois des commerciaux, ils arrivent, ils n'ont pas envie de ressortir au resto, voilà. Ils arrivent, ils se prennent une bière, un paquet de chips, ils s'ouvrent un bocal, ils mettent ça dans la casserole, ils font réchauffer ou au micro-ondes, et puis ils mangent dans le logement, et puis ils ont dépensé dans le logement des achats supplémentaires. OK. Donc Ouais, voilà. ça, c'est très, très intéressant justement cette façon de l'exploiter puisque là, on n'est pas sur de la location courte durée, on va dire classique, on apporte vraiment quelque chose de différent et puis bon, ton concept fait de toute façon que c'est différent. Ouais, Hem, pour revenir rapidement justement sur tout ce qui est autorisation, mairie et cetera, est-ce que là, il y a eu des choses spécifiques à faire de ton côté pour oui. pouvoir mettre dans ce local commercial, de l'habitation puis de la LCD? Est-ce que tu peux On f nous en dire un peu plus? on fait pas de changement de destination, donc on passe pas d'un local commercial à un local d'habitat, on fait un changement de sous-destination. Et c'est là où OK. c'est un peu mesquin. Donc c'est une déclaration préalable, changement de sous-destination. C'est là où c'est mesquin parce que la mairie peut te mettre des bâtons dans les roues, peut Mmh. éventuellement mettre un veto sur cette DP, parce qu'on dit ouais, une DP, elle est forcément acceptée. Non, ils peuvent avoir un droit de regard, ils peuvent interdire, ou en tout cas Mmh. faire tout pour te mettre des bâtons dans les roues. En général, c'est bien perçu et voilà, surtout si tu expliques ton projet à la mairie. Donc ce qui est hyper important, c'est d'aller en amont expliquer le projet à la mairie. Moi, tu vois, Mmh. à un moment, mon projet, il a été mal compris. Ça m'a vécu un peu j'ai vécu un peu les foudres à un moment de voilà, mais bon, ça s'est régularisé. Hem, D'expliquer le projet. On n'enlève pas du Mmh. commerce, on crée de la vitrine, enfin voilà, tous les avantages que j'ai parlé avant. Et puis, bah, Ouais. le local, il reste local commercial, donc derrière, demain, tu peux le relouer à un autre artisan. Si la LCD, ça marche plus, si, il y a un problème, si tu en as Mmh. marre de gérer la LCD, tu vires le concept, tu vires les meubles et puis moi je peux le relouer en bureau, hein, c'est pas un problème, hein, même il y a de la déco, enfin les peintures, tu les refais ou pas. Tout est prévu pour être démontable et OK. voilà. Donc, changement de sous-destination. Après, tu es en local commercial, donc tu peux être aussi impacté par, ils peuvent te demander, normes accessibilité, de faire passer une commission éventuellement de D'accord. sécurité. Bon après c'est des petits logements, donc tu restes en catégorie 5. Il y a des catégories, hein, dans tout ce qui est, ERP. Mmh. Maintenant, on a un nombre de personnes qui est restreint, donc tu passes en dessous des seuils. Donc normalement, moi j'ai pas eu de visite des pompiers. L'accessibilité, je l'avais déjà, mais ils peuvent te la demander. Bon, Mmh. voilà, et puis, bon après, il faut que tu mettes un extincteur, des conneries quoi, Oui. la sécurité incendie, hein. Une centrale d'incendie, c'est un truc autonome là, tu appuies sur un bouton rouge et puis ça se met à sonner, ça c'est obligatoire. Bon voilà, c'est des bricoles, mais rien de bien contraignant. Par contre, il faut le savoir, D'accord. c'est que Ouais. la mairie, alors soit tu le fais en loose day, tu dis rien à personne et puis le jour où ils viennent te chercher, tu dis: «Bah, Ouais. attendez, moi c'est une activité locale commerciale et cetera». Maintenant si tu as pas fait ton changement de sous-destination, moi avant c'était une activité de service dedans. Maintenant, le changement de D'accord. sous-destination, c'est autre hébergement touristique. Donc, je suis un peu OK. considéré comme un hôtelier. Ça leur permet aussi de faire le lien avec la taxe de séjour. Comme Mmh. ça, ils ont le lien, tu es déclaré en meublé de tourisme. Et puis voilà. Ouais, donc c'est du meublé de tourisme, hein, voilà, comme de la LCD. Tu es soumis à la taxe. OK. Voilà. Et moi, en plus, comme c'est une Super. société soumise à la TVA, entre guillemets, je leur ai amené que j'étais comme un hôtelier, j'étais soumis aux mêmes règles, la TVA, voilà, donc j'allais pas faire de concurrence aussi aux hôteliers qui sont dans Mmh. le secteur. Ou si, j'allais leur faire de la concurrence, mais la concurrence, loyale, pas déloyale. Ouais, Ce qui non, a été un ce c'est qui a été un frein aussi au début, hein. Ils m'ont dit: «Ouais, les hôteliers, gna gna». mmh, Bon, voilà. Je leur ai dit: «Mais attendez, moi je suis comme ouais. eux, hein, j'ai une TVA, pareil». Voilà, j'avais préparé un petit peu mon speech bien sûr, mais voilà. OK et du coup, là, c'est plutôt enfin, puisque le concept fonctionne plutôt bien à Chartres, est-ce que tu as envie de réitérer, à Chartres aussi ou Ouais. dans une autre ville? Est-ce que tu as pour projet de développer un peu? Ouais, ouais, clairement, ouais, 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 ouais. OK. Je manque de temps en ce moment parce que j'ai deux locaux à terminer. Peut-être qu'en 2026, voilà, il y a des villes pas trop loin qui m'attirent énormément, Super. ouais, ouais, clairement. J'ai des Ah alertes, bah, hein, c'est j'ai bien. déjà des alertes,
se loger le bon coin et tout ce que tu veux pour surveiller Ouais, les locaux j'imagine. commerciaux parce qu'une belle opportunité, il faut savoir la saisir. C'est ce qui s'était passé à Ouais, Chartres, hein, voilà. J'étais en veille, mais le jour où j'ai vu le local, je suis allé le voir et puis après je l'ai négocié bien et voilà ouais. quoi. C'était un médecin qui partait à la retraite, donc voilà, il souhaitait bah voilà, vendre son local et Mmh. c'était une très belle opportunité. Par contre, on n'est pas obligé d'acheter les locaux commerciaux premium, c'est-à-dire avec des super emplacements. Mmh. Donc on peut se permettre d'acheter des locaux un peu moins chers sur des artères perpendiculaires ou dans la rue, il y a un seul commerce, c'est celui-là. La mairie, si tu leur dis je fais quelque chose qui va attirer du tourisme et derrière, honnêtement, personne n'en veut du local, ça fait 3 ans qu'il est alloué, personne n'en veut. Regardez, il Mmh. est délabré, je vais le rénover, je vais repeindre la façade. Ils peuvent pas te dire non, quoi. Tu fais rien de Ouais. mal. Voilà. Non, C'est non, sûr puis que dans même les comme tu as un grandes rues. concept, atypique, tu t'en fiches un peu de pas être sur l'allée principale, quoi. Ouais, faut l'accessibilité, faut penser au parking parce que la LCD, voilà, tu vois, là, j'ai pas de parking, OK. mais j'ai la rue qui est stationnable facilement, même si elle est payante, c'est pas un frein. J'ai eu très peu de freins. Les Mmh. gens savent qu'ils viennent en ville, ils savent qu'il faudra qu'ils payent un parking. Mais c'est vrai que d'avoir un petit parking pas trop loin, en tout cas pour proposer des solutions, moi je leur propose des solutions. Je dis venez vous garer entre telle heure et telle heure, c'est gratuit. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. OK, très clair en tout cas, hyper intéressant je trouve comme concept donc écoute, bah, peut-être que tu reviendras, au micro pour nous raconter un peu le développement, de tes prochains bed in shop. Qui sait? Je te le souhaite en tout cas. Ça serait chouette. Hem, Bah, ouais, franchement, non, non, c'est hyper intéressant comme idée et puis je trouve que ça relie assez bien le fait que tu as, voilà, développé beaucoup d'immobilier commercial. On n'a pas alors malheureusement, on n'a pas non plus, 3 heures devant nous, mais il y a encore plein de choses à dire sur ton parcours, d'immobilier en règle générale, mais je trouve que c'est une suite, assez intéressante finalement de ce que tu fais avec, les locaux commerciaux, ça permet de se diversifier, de renouveler un peu ce type de location. Ouais, il faut surfer aussi sur Hem, la vague, il faut voir ce qui se fait. Moi, ça ouais. m'attirait de faire ça. J'avais déjà les LCD, mais faire quelque chose d'un peu différent, un peu haut de gamme, un peu Mmh. quali, qui correspondait à mes valeurs. Et puis les valeurs de recyclage, d'utiliser des Ouais. matériaux de réemploi. Tout ça, c'est ouais, c'est des choses sympas. Et Mmh. on est dans une ère aussi où les gens, bah, Ouais. même les produits que je mets, etc., c'est des produits un peu bio, un peu voilà, écologiques, etc. Donc tout est lié. Pour terminer un peu, cette discussion, très chouette, aujourd'hui, si tu avais, on va dire, allez, 3 conseils ou 3 critères ou enfin, en tout cas, pas forcément 3 mais des points qui pour toi sont indispensables, pour quelqu'un qui souhaite vraiment se développer, se lancer dans l'immobilier commercial, ce qui fait un peu la réussite de ce type d'investissement. Est-ce que tu pourrais voilà, nous citer des choses, que tu vois comme vraiment, des axes majeurs, on va dire, pour investir dans ce type de domaine? On me pose souvent cette question en apéro IMO parce Mmh. que, Ouais. ceux qui investissent déjà ou pas du tout et qui veulent démarrer, sur l'immobilier commercial, ils ont l'impression que c'est une montagne. Mmh, En fait, c'est c'est vrai. aussi simple et c'est plus simple que du logement, sur toute la partie gestion des travaux. On n'a rien au centimètre, en fait. Moi, je gère des travaux, de plusieurs centaines de milliers d'euros, à 3 heures de route de chez moi, juste en visio, en vidéo et cetera. Le choix des couleurs, j'ai pas de problème. L'emplacement du lavabo par rapport à la douche parce que ça rentre au centimètre et cetera, ça, j'ai pas. Donc c'est plus simple à gérer. Faut pas s'en faire une montagne. Là, Mmh. on a parlé beaucoup de tickets d'entrée qui étaient assez hauts et Mmh. cetera, mais parce que c'est moi, c'est mon historique, c'est mon bagage, derrière d'entrepreneur. Mais tu peux démarrer, plus simplement sur des petits locaux commerciaux de centre-ville, même des petites surfaces en zone artisanale ou zone commerciale. Mmh mh. Faut en fait, faut savoir ce que tu as à investir, quel est ton apport et puis derrière ça déterminera ton montant et puis après tu fais tes recherches par rapport à ton montant que tu es capable, de lever. Mmh. Et encore une fois, faut pas non plus, se brider au montant que tu es capable de lever. Faut parfois aller chercher un peu plus loin, heu, parce que, heu, parce que parfois avec l'effet du levier bancaire, tu peux aller chercher plus haut. Surtout si tu as un locataire, surtout si tu fais de la pré-commercialisation. En fait, c'est un Mmh. process. L'immobilier commercial, c'est vachement processé. Faut être dans sa tête, faut voir ça comme une entreprise, faut vraiment être professionnel. OK. Il y a un process, il y a des étapes, on prend les étapes dans l'ordre et on avance et on avance et on avance. Ça, c'est OK. vraiment, ouais, être pro dans sa tête, pas dire, Mmh. «Ouais, ouais, j'achète un truc, ça ira bien». Non, non. Être pro, faire de la qualité, il y a des petits tickets d'entrée, sans aucun problème.
Voilà. Accepter aussi, les règles du jeu, hein, du bail commercial, voilà. Sur la partie ouais. Et OK. après sur l'investissement en général, oublie que tu aucune chance, vas-y fonce quoi, c'est, si tu as le Ouais, c'est vrai. si tu la ref. Mais, Ouais. ouais, faut savoir débrancher le cerveau, Mmh. faut pas être tête brûlée bien sûr, mais il faut se dire, en fait, bon, il y a une phrase, hein, je sais plus de qui elle est, hein, c'est, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. Et c'est vrai, parfois tu te lances dans des trucs et en fait tu t'aperçois que si tu fais les choses étape par étape, bah, en fait ça roule et puis tu arrives Mmh. à tes fins. Voilà. S'entourer Totalement. également, s'entourer de ça peut être un avocat fiscaliste, ça peut être ton comptable, le comptable qui compte, hein, pas le comptable Ouais. qui conseille pour monter des SCI, parce que moi, voilà, ça m'a coûté, 8 et 5 000 €. On est à 13 000 € là de conneries du comptable, donc voilà, mais j'étais jeune, je savais pas. Mmh. S'entourer, ouais, donc avocat fiscaliste, l'avocat tout court en droit des affaires quand c'est le montage de société, ne serait-ce que même après pour faire les baux et cetera. C'est pratique, c'est bien OK. parce qu'un OK, il y a son professionnalisme, mais il y a aussi un panel de clients. Moi, je pose beaucoup la question à mon Mmh. comptable: «Mais, vos autres clients, ils font comment pour ça? Ils font comment pour ci?» C'est vachement bien parce qu'il aurait pas eu la parfois, il te donne des choses, le comptable ou l'avocat, mais c'est issu de son parcours personnel, enfin de son expérience, mais il oublie de dire: «Ah mais comment font mes autres clients pour la même situation?» Et c'est ça qui Ouais. est intéressant. C'est vraiment de partager quand tu vas dans des apéros IMO, quand tu vas dans des rencontres d'entrepreneurs, et cetera. En fait, tu partages énormément, tu partages tous ces tips qu'on peut se donner. C'est Et en vrai. fait, ce tips-là, tu le prends, tu l'appliques à toi-même. Tu l'appliques pas vraiment exactement pareil parce que chaque situation est différente, mais tu te sers juste de la genèse et tu te dis, bah, je l'applique Mmh. à moi-même et hop, et ça déroule. Il y avait un truc que je voulais dire, là, j'ai pensé, mais ça y est, c'est reparti. Mais c'était ça, ouais, c'est de s'entourer, c'est de discuter et ouais, c'est ça. Je sais Top. plus, il y a un truc, ça va revenir, mais voilà. Eric, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin d'année, fin de cette année 2025 ou début 2026? Ah ah, qu'est-ce que j'ai envie? L'année est bientôt finie. Ouais. Heu, c'est de faire rentrer mes locataires très rapidement, dans mon nouveau bâtiment, finir mes travaux. Voilà, après c'est de lancer des nouveaux projets pour 2026, Top. continuer, je sais pas, continuer à faire des expertises, développer mon réseau, je développe pas mal avec les réseaux, ma notoriété en tant qu'expert, Mmh. donc c'est sympa. Ça prend du temps parce que c'est un métier qui est pas mal chronophage sur la partie rédactionnelle, toute la rédaction des rapports. Ouais. Voilà, mais que ça continue comme ça, quoi, Moi, je vis ma Top. meilleure vie maintenant. Beh, ouais. Non, mais c'est bien, ben, voilà, comme quoi, l'immobilier, ça peut apporter aussi de très belles choses, à partir du moment où c'est pas parce qu'on commence, voilà, tu l'as dit au début, tu t'estimes avoir commencé un peu tardivement, Mais il faut avoir au l'esprit final, ça entrepreneur. empêche pas d'enchaîner. Voilà, Ouais, l'esprit d'entreprendre est c'est un mindset. important, hein, pour quelqu'un qui voudrait investir, alors si tu veux juste acheter un appart en disant, «Voilà, ça me fera, un peu un bout de ma retraite», ouais, OK. Mais quand tu commences à faire de l'immobilier commercial, de la LCD ou d'autres choses et que tu as envie d'enchaîner, faut Mmh. vraiment se mettre, en mode entrepreneur et sentir, est-ce que tu es fait pour ça? Ou en tout Ouais, cas après aller, bah, se former, en tout cas se former ou en tout cas aller voir, comment ça se passe ailleurs pour l'appliquer à soi-même et se dire: «J'utilise les bonnes méthodes, je travaille de la bonne manière pour réussir tout simplement», parce que le but c'est pas de se planter. tout à fait. Top. Bah, merci beaucoup Eric, en tout cas, c'était Avec chouette. grand plaisir, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Ben non, Donc c'était c'était parfait. intéressant et que ça va Ouais, intéresser, nos auditeurs. c'était super.